Donc on passe à un deuxième volet des complications du diabète. Donc c'est le diabète sucré et maladie cardiovasculaire, un mariage forcé. Donc la première partie sera présentée par professeur Barousse qui va nous donner le point de vue du diabétologue. Vous avez 15 minutes, monsieur Barousse. Merci, Monsieur le Président. Donc, cher maître, honorable assistance, donc très heureux de participer à cette journée, donc de vous parler de la relation entre cœur et diabète. Comme vous le savez, le diabète augmente d'une manière très importante et sa prévalence est très inquiétante. Et le diabétique, c'est un sujet vasculaire. Donc, la première cause de décès chez le patient diabétique de type 2, ce n'est pas la cétose diabétique, c'est les maladies cardiovasculaires. Plus de 50% des décès sont liés aux maladies cardiovasculaires. Donc finalement, au fil des années, il y a une amélioration de la prise en charge, certes. Donc vous le voyez dans cette figure. Donc on a une amélioration très nette de la mortalité cardiovasculaire chez le patient diabétique. Mais comparé au sujet non diabétique, la courbe en rouge, il y a toujours ce sur-risque chez le patient diabétique, malgré tous les efforts fait en matière de prise en charge cardiovasculaire et métabolique. Donc si on prend, pour vous mettre dans l'image, on prend un patient de 60 ans, donc non diabétique, s'il a un diabète de type 2, il y a une réduction d'espérance de vie de 6 ans, et s'il a un diabète de type 2 avec une maladie cardiovasculaire, on aura une réduction de l'espérance de vie de 12 ans. Donc, et le patient diabétique, dans toutes les sociétés savante, cardiologie et également diabétologie, il est classé souvent soit à haut risque, soit à très haut risque. Le très haut risque est défini par soit la présence d'événements cardiovasculaires déjà, soit également sans événements cardiovasculaires en prévention primaire s'il a des atteintes organiques majeures et surtout le rein qui propulse le sujet diabétique de type 2 au sommet du risque cardiovasculaire. Un diabétique de type 2 avec une maladie rénale chronique sévère, sans événement cardiovasculaire, il est considéré comme équivalent à un patient qui a fait un événement cardiovasculaire. Donc les sociétés savantes, toutes les sociétés savantes s'accordent pour dire que le sujet diabétique, il est à très haut risque cardiovasculaire, il faut faire une stratégie. La première stratégie, c'est de réduire ce risque cardiovasculaire par tous les moyens. Il faut une approche multifactorielle pour améliorer son pronostic et donc améliorer son espérance de vie. Donc comment réduire, et ça c'est la question clé, cette mortalité cardiovasculaire, cette diminution de l'espérance de vie? Il y a eu plusieurs approches. La première approche, c'est l'approche glucocentrique. On s'est concentré sur plusieurs années sur l'équilibre glycémique. Après, il y a eu l'approche multirisque. Après, il y a l'utilisation des thérapeutiques organoprotectrices. L'approche glucocentrique, c'est l'UKPDS qui nous a donné beaucoup d'espoir. Elle a démontré un bénéfice réel en matière de réduction des complications microangiopathiques que vous connaissez, rétinopathie diabétique, néphropathie diabétique, neuropathie diabétique et amputation. Il y avait quand même un certain bénéfice à la limite de la significativité quant à la réduction des événements macrovasculaires. Donc on s'est dit, peut-être qu'en allant plus loin, donc dans l'équilibre glycémique, on pourrait démasquer éventuellement un bénéfice sur la mortalité cardiovasculaire, le concept « the lower, the earlier, the better ». Finalement, après cette UKPDS, après cette étude phare, donc il y a eu plusieurs études. Dans l'excitation, on s'est dit qu'il faut aller plus loin dans l'équilibre glycémique. Il y a eu trois grandes études, l'étude ADVANCE, l'étude VADT et l'étude ACCORD. Et ces études ont montré qu'aller vers un équilibre strict, sans prendre en considération le profit patient, l'approche glucocentrique pure n'est pas très rentable malheureusement sur le plan cardiovasculaire. Elle est même parfois néfaste si on est intensif chez des sujets dits fragiles, donc qui ont une vulnérabilité sur le plan général et sur le plan cardiovasculaire. Donc, de l'excitation, on a une frustration parce que les diabétologues prônaient l'équilibre glycémique. C'était leur rôle d'équilibrer le patient diabétique et de voir que ça ne change pas sur le plan macrovasculaire. Il y avait une certaine déception. Donc, on est parti sur une deuxième approche. On s'est dit, le diabétique de type 2, il cumule plusieurs facteurs de risque, plus d'hypertension artérielle, plus d'obésité. Donc, plus de dyslipidémie, il fallait avoir une approche multirisque. Cette approche multirisque vise à réduire, à maîtriser tous les facteurs de risque que vous connaissez, la pression artérielle, un LDL cholestérol dans les objectifs, l'aspirine s'il y a une indication, le sévrage tabagique, la perte de poids, l'activité physique, la bonne diététique,
pour réduire ce risque cardiovasculaire. Et vous le voyez, sur le plan, par exemple, tensionnel, si on améliore la tension artérielle, sur le plan macrovasculaire, on est plus rentable que d'équilibrer un patient sur le plan glycémique. Vous voyez les bénéfices sur les événements cardiovasculaires, sur l'infarctus du myocarde, sur l'AVC, on a un bénéfice réel, significatif, en réduisant la tension artérielle, donc l'hypertension artérielle. Les statines également ont montré un bénéfice sur le plan cardiovasculaire, donc que ce soit chez les sujets en prévention secondaire à très haut risque et même en prévention primaire, chez le diabétique de type 2, on gagne sur les événements cardiovasculaires avec les différentes études. Les antiagrégants plaquettaires, on gagne également, surtout chez les sujets en prévention secondaire, donc parce que le bénéfice-risque est en faveur du bénéfice. Donc il y a moins d'événements cardiovasculaires. En prévention primaire, c'est discuté. Et le sévrage tabagique également, on gagne sur le plan cardiovasculaire. Oui, cette approche multirisque, elle donne, certes. Donc, et l'étude STENO 2, c'est l'étude de l'approche multirisque, parce qu'elle a démontré qu'en équilibrant le patient diabétique, en réduisant sa tension artérielle, en diminuant le poids, en faisant un sévrage tabagique, une bande diététique, on gagne sur les événements. Ça a été démontré. Donc, dans la STENO 2 et dans le follow-up de la STENO 2, donc 20 ans après, on a démontré que les courbes se séparent, il y a un bénéfice sur les événements cardiovasculaires. Et ce qui reste comme événement est défini comme un risque résiduel. Mais la problématique, c'est que ce risque résiduel, la dénomination, elle est un petit peu bizarre. Parce que si je prends un risque de 100 événements, et j'utilise une thérapeutique qui va nous faire gagner 20 événements, donc ce qui reste, c'est 80 événements. Est-ce que 80 événements est considéré comme résiduel? Donc c'est ça la problématique et la question qui se pose actuellement. Comment réduire ce risque résiduel? Donc il fallait aller au-delà de l'approche multirisque, il fallait utiliser des thérapeutiques qui ont des preuves sur une protection cardiovasculaire et rénale au-delà de ces approches classiques multirisques qu'on peine déjà à les implémenter. Donc toutes les sociétés savantes également, j'ai pris la Société américaine de diabétologie, le Collège américain de cardiologie, ils vous disent que le diabétique de type 2, il ne faut pas qu'il y ait une perte de chance, il doit bénéficier de ces thérapeutiques pour réduire ce risque résiduel et donc améliorer l'espérance de vie. Donc les deux thérapeutiques qui ont fait, c'est-à-dire qui ont des preuves sur la protection organique, c'est les agonistes du GLP-1 qui stimulent la sécrétion bêta-pancréatique, qui inhibent le glucagon, qui agissent sur la satiété, ils agissent au niveau des noyaux arqués, au niveau de l'arcus nucleus, ils favorisent la satiété, inhibent la prise alimentaire, il y a une diminution de l'inflammation, il y a une amélioration sur le plan vasculaire, et tout ça va nous donner, en plus de l'équilibre glycémique, tensionnel et c'est-à-dire pondéral, on a également un bénéfice sur le plan cardiovasculaire et rénal. La deuxième arme thérapeutique, c'est les inhibiteurs du SGLT2. Les inhibiteurs du SGLT2 ont une action au niveau rénal, ils favorisent une glucosurie, une natriurèse avec la glucosurie, et a une perte énergétique avec une perte pondérale. Mais tout ça, on le connaît, mais il y a des effets au-delà de ces aspects, parce qu'ils agissent au niveau du rein, ils améliorent la pression intraglomérulaire, ils ont des vertus néphroprotectrices, ils diminuent l'inflammation au niveau rénal, mais également au niveau cardiovasculaire, ils améliorent la bioénergétique de la cellule myocardique. Comme vous le savez, la cellule myocardique utilise 3 substrats énergétiques, les acides gras, le glucose et les corps cétoniques. Chez les sujets diabétiques en hyperglycémie, il y a une utilisation préférentielle des acides gras qui provoquent une lipotoxicité, qui génère un stress oxydatif, ils sont délétères pour la cellule myocardique. Lorsqu'on utilise des inhibiteurs du SGLT2, on a une utilisation préférentielle des corps cétoniques et du glucose comparé à l'utilisation des acides gras libres, ce qui va donner un meilleur rendement énergétique de la cellule myocardique sans genèse d'un stress oxydatif qui va entraîner une apoptose des cellules myocardiques. Donc si on se résume, ces nouvelles thérapeutiques, ils ont une action sur l'équilibre glycémique, certes, on a un équilibre glycémique, on a une réduction de l'HbA1c, mais on a également une action sur les cellules, sur la bioénergétique cellulaire, contrairement à l'insuline, contrairement aux sulfamides hypoglycémiants, qui vont stimuler une captation des substrats par les cellules. Ça améliore la bioénergétique cellulaire, ça va augmenter le rendement, ça va diminuer l'inflammation, et on aura une néphroprotection et une cardioprotection. Donc, en résumé, c'est-à-dire au-delà de l'approche multirisque,
On a des évidences claires et nettes, c'est indiscutable, de l'intérêt de ces nouvelles thérapeutiques pour améliorer le pronostic du patient diabétique. Donc, pas par les mesures classiques, c'est en plus de ces mesures classiques. Donc, finalement, le diabétologue, en consultation, il doit considérer deux éléments en séparé. L'approche glucocentrique, je dois équilibrer mon patient diabétique. Certes, je dois utiliser les thérapeutiques pour avoir un HbA1c dans la cible, ça c'est sûr. Je dois voir tous les facteurs de risque, maîtriser le maximum de facteurs de risque, c'est rentable, ça va réduire les événements cardiovasculaires. Donc je vais améliorer la tension artérielle, améliorer son LDL cholestérol, améliorer son poids, utiliser également, s'il y a une indication, des anti-agrégants plaquettaires. Mais finalement, à côté de cela, en plus de cette approche multirisque, et indépendamment du niveau HbA1c, ça c'est très important, indépendamment du niveau HbA1c, même si le patient il est à 6%, il est à 12,7 d'hypertension artérielle, il y a un intérêt d'utiliser ces nouvelles thérapeutiques parce que leur action elle est indépendante de la prise en charge des facteurs de risque, donc classiques, et je vous remercie pour votre attention.